je vais vous parler du coup de Gigantis qui est ici entre mes mains. Je suis hyper contente vraiment de pouvoir vous en parler. Je remercie Crunchyroll hein, au passage parce que j'avais l'idée de le lire éventuellement à l'occasion, mais là du coup il est arrivé dans ma vie et il y a tellement de choses intéressantes à vous dire dessus. C'est un bonheur. Sachez que déjà, vous savez, les mangas, évidemment, il y a un mangaka en général, mais il y a de plus en plus de titres qui sortent avec souvent un scénariste, un dessinateur. Et bien ici, on en a carrément 3, puisque nous avons un scénariste, nous avons un dessinateur et nous avons un storyboarder. Donc quelqu'un qui s'est vraiment occupé de la mise en page des dessins et donc qui donne une structure et un dynamisme plutôt intéressant. Mais il faut savoir qu'avant tout, Gigantis est à la base un roman. Et donc l'auteur de ce roman, c'est Yoichi Komori, qu'on connaît d'ailleurs aussi pour être le scénariste d'un autre manga qui s'appelle Tenjin, le dieu du ciel, qui est d'ailleurs disponible chez nous. Bah oui, c'est le même scénariste. Vous avez du coup le storyboarder qui s'appelle Takayuki Yamamoto. Grand merci à lui parce que pour le coup, c'est vraiment très très cool à lire et je pense qu'on lui doit énormément. Et vous avez le nom le plus important, hein, littéralement, c'est Kenichi Tachibana parce que c'est lui qu'on connaît le plus car c'est vraiment son travail qui saute aux yeux en premier hein, en prenant le manga puisque c'est le dessinateur et vraiment on reconnaît son style au premier coup d'œil. C'est le dessinateur de Terraform Mars, un titre qui a énormément fait parler de lui parce que ça fait des années qu'il est en cours de publication et que surtout depuis quelques années aussi il est en hiatus, hein, il est à l'arrêt puisque le scénariste tout simplement de Terraform Mars a des problèmes de santé et il ne peut pas reprendre l'œuvre pour l'instant, mais écoutez, notre cher dessinateur Kenichi Tachibana, lui, il reprend évidemment du service sans problème. Il travaille du coup sur Gigantis depuis déjà quelques temps et c'est vraiment pour notre plus grand bonheur. De quoi est-ce que ça parle? Je crois que vous avez déjà quand même un petit peu une idée, hein, au vu des 2 pages hein, que vous avez ici. Alors, on ne va pas vous dire que ça parle d'agriculture, parce que c'est pas tout à fait de l'agriculture. Ça ne parle pas non plus de cuisine, hein, pour le coup. Ou alors, moi, je serais vous, je ne mangerais pas ce genre de choses. Non. Mais il faut savoir que... Génétique, peut-être. Peut-être. Alors, et en il y a vrai... d'avoir certaines expériences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, le terme génétique n'est même pas vraiment tout à fait employé à l'intérieur de cette œuvre. Mais il faut savoir qu'au tout départ, c'était pas un projet manga, c'était un roman. Je vous le disais tout à l'heure, Yoichi Komori, c'est également un romancier qui a fait pas mal de titres aussi, hein, juste des romans, voilà, comme ça. Et le roman qui est un one-shot, a priori, si j'ai bien capté tout ce que j'ai vu. Il est sorti en 2019 et j'étais extrêmement curieuse de savoir si de base, en fait, cette œuvre avait déjà eu une bonne réputation auprès des fans du genre, parce qu'on est littéralement quand même sur plutôt un titre de SF. Et j'ai vu que les gens étaient plutôt contents de leur lecture. Et en fait, le truc qui m'a fait vraiment sourire, c'est quand j'ai vu des commentaires en japonais hein, sur des différents sites de vente qui ont acheté le roman, de gens qui disaient oui, alors c'est hyper cool le roman, par contre heureusement que le manga il va plus loin. Et j'ai fait ok, c'est un très bon point. Ça veut Bonne dire nouvelle, que ouais, de fou en vrai. le manga, on va vraiment avoir un truc très très abouti, je pense. Et peut-être que finalement le roman n'était lui qu'une espèce de très grosse introduction à cet univers. Donc vraiment, littéralement, on est dans moi ce que je considère être de la SF, un peu sale, hein, clairement, mais de la SF quand même. Et dès la première page, savoir d'ailleurs que quand vous achetez le manga, vous avez le droit à des... oh mon dieu, je peux pas montrer ce monsieur, il est tout nu. Mais vous avez des pages couleurs. Ça commence bien. Vous avez des pages couleurs comme celle-ci. Et on vous pose tout de suite la thématique principale. On vous parle de symétrie. On vous dit que les espèces qui vivent sur notre belle planète sont sujettes évidemment à la gravité. Et pour pouvoir vivre sur cette planète avec la gravité, notre corps a été conçu avec de la symétrie. Puisqu'avec cette symétrie, nous avons du coup un équilibre qui nous permet de vivre et de nous déplacer sur notre planète. Cependant, sans raison vraiment évidente, hein, au premier abord, au tout début du manga, eh bien, il y a quelque chose qui va se mettre littéralement à dévorer les créatures vivantes, hein, animales ou végétales, et à les assimiler, détruisant ainsi cette fameuse symétrie dont on vous parle dans les premières pages du manga. Et du coup, je vous montre aussi les autres pages couleurs du coup qu'on peut avoir et qui sont très très cool.
Mais très rapidement, on voit, voilà, première image, littéralement, une souris qui n'est pas en très très bon état, puisqu'a priori, elle n'est pas que une, et ça c'est très angoissant, je trouve personnellement, quand vous débutez l'histoire et que vous êtes bien retenu, tu vois, de lire tout résumé et tout, vous dites la surprise va être totale. Ouais. Donc effectivement, on arrive sur cette première souris avec littéralement 2 visages. Oh, c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. J'essaye de rendre ça drôle, mais vraiment on rigole pas vraiment quand on l'a entre les mains. Donc voilà, on a ces espèces de souris qui débarquent via un bateau sur une île. Et là aussi, c'est hyper intéressant de savoir de quelle île il s'agit, puisqu'on est vraiment au Japon, et c'est l'île de Tsushima. Normalement, le nom de cette île est censé quand même sonner un petit peu dans vos oreilles, puisque c'est vraiment un lieu qui est empreint d'histoire, vraiment surtout au Japon. C'est l'île... Comment ? Bah, surtout pour les joueurs. Le Ghost of Tsushima, ouais, tout à fait. Exactement, il y a le jeu vidéo déjà qui va normalement vous parler parce qu'il a quand même vraiment bien marché. Vous avez également le manga Angolmois qui en parle énormément, puisque bah, du coup ça se passe là, hein, c'est les invasions mongoles. Donc historiquement parlant, énorme impact d'avoir choisi cette île. Et comme tout simplement géographiquement parlant, c'est l'île la plus proche du continent, c'est vraiment le premier point, on va dire, qui fait barrage face à l'invasion. Donc je pense que là, en termes de symbolique, ça représente déjà beaucoup de choses par rapport à ce qui arrive dans cette histoire. Donc gardez bien en tête qu'on est à Tsushima et que vraiment cette île, elle a pas de chance. Hein, je dis ça comme ça. Et donc une fois qu'on voit ces petites souris, on se dit ah, on n'est pas très à l'aise. Ok, il y a pas de problème. On va tout de suite découvrir. Alors là, vous imaginez. Hein, petite musique, pardon, des derniers épisodes de la première série d'Evangelion. On est vraiment dans cette ambiance, on est très détendu. Petit quotidien, on découvre notre héros, le lycéen qui s'appelle Gen, qui n'a plus de papa, qui du coup se donne à fond pour le foyer. Hein. Il y a sa maman, il y a sa petite sœur. Et du coup, ils sont en train évidemment de faire au mieux pour continuer à vivre avec ce papa qui n'est plus là, puisque en fait il est décédé tout simplement. Mais lui il est là, il est joyeux, il est genki quand même. Tu vois, il est ouais non, il faut que je me donne à fond, j'ai mon petit baito. Et on le voit littéralement dans son petit quotidien. Il prend son petit déjeuner, il est avec sa maman, il est avec sa soeur. Vraiment, j'avais cette musique en lisant le manga, j'avais la musique d'Evangelion. Je m'attendais à tout instant ce qui traverse la rue avec une petite tartine dans la bouche et qui s'éclate contre une jeune fille, mais pas du tout. Ce n'est pas une jeune fille qui est venue à sa rencontre, en fait, non. C'est le premier pas vers l'angoisse, à savoir un camion de pompiers d'un seul coup qui vient perturber ce petit quotidien pépère qui fonce à toute allure. Alors non, il ne s'est pas fait isekaiser, ce personnage, mais là, clairement, on est tout de suite dans le premier moment de tension. On reprend un petit peu le... Oui, c'est vrai, on n'est pas dans un slice of life. Pardon, excusez-moi. Donc là, on arrive sur le premier moment de tension. Après, il remarche un petit peu dans la rue. Et là, on revient à nouveau sur un moment un peu angoissant. Il passe à côté d'une jeune fille, pas du tout, une vieille dame qu'il côtoie de temps en temps parce qu'elle est là, elle est dans le quartier, dans le parc. Elle va tout le temps donner à manger au chat. C'est la vieille dame au chat. Il y en a partout. Hein, la fameuse vieille dame au chat. Et évidemment, cette vieille dame au chat, qu'est-ce qu'elle va voir en donnant à manger à ses petits chats ? Eh ben, elle va voir le chat qui avait rencontré la souris à 2 têtes tout à l'heure et qui avait donné cette espèce de créature un peu hybride, hein, une chimère vraiment pas très ragoûtante. Et la dame au chat, évidemment, elle voit le chat, elle fait t'as 2 têtes. Genre, non, mais elle est pas gênée, genre, tout va bien. D'accord, au calme, très bien. Bon, on sait ce qui a dû lui arriver, hein. On s'imagine, hein, évidemment, là, on évite encore pour l'instant les pages difficiles à regarder. Mais c'est une tension à la lecture, c'est une tension qui monte doucement, petit à petit, car tu dis à un moment, ça va te rattraper. À tout instant, ça arrive. Et quand notre héros arrive au lycée, c'est là qu'effectivement, l'apocalypse va commencer, puisque... En fait, il va voir à travers la fenêtre, en étant posé à sa place, la vieille dame au chat qui arrive. Aïe, genre, aïe, aïe. Mais il la regarde, et en fait, t'as cette... je trouve qu'il y a un côté vraiment très cinématographique dans les différents plans qu'on a, puisqu'en fait, moi, j'arrivais à ressentir de l'image presque. On avait, imagine, tu sais, un espèce de brouhaha classique de lycéens qui papotent, qui se racontent des trucs, espèce de bruit dans une classe, tu vois, et t'as le héros, Gen, qui lui est totalement à part dans une espèce de bulle et qui est dans une espèce de silence, lui, et qui voit au loin, littéralement, la dame au chat qui approche et il fait
C'est bizarre parce qu'elle a un chat greffé sur le cou. Oh, Non. damn. C'est très 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 étrange. Et du coup, il se dit non mais je suis en train d'halluciner. Tu vois, il se frotte les yeux et tout. Non mais j'ai dû rêver. La dame au chat entre dans le lycée. Et là, ça y est. Là, c'est vraiment le survival qui commence. Ça commence à crier dans tous les sens. Ça casse des vitres, ça pousse des murs. Il y a du sang partout. Il y a de la chair humaine de tous les côtés. C'est le carnage. Et vraiment, ça part très très vite. Il y a le prof qui se fait dévorer. Là, vous voyez à droite, Ah ouais. justement, c'est la fameuse dame au chat qui n'est plus tout à fait elle-même. Et notre héros, Gen, est littéralement super héroïque puisqu'il va essayer d'aider un maximum ses camarades avant de courir évidemment jusqu'à chez lui parce qu'il se dit oh my goodness, ma mère, ma sœur, est-ce que tout le monde est ok? Ah ouais. Et là, je ne vous le cache pas, il va pas retrouver tous les morceaux, puisque quand il rentre chez lui, vous voyez qu'il y a une créature dégueulasse qui est en train littéralement de se faire la tête de sa maman. Ouais, j'essaye de rendre ça genre c'est cool, mais non, en fait, en vrai, c'est super dramatique. Mais du coup, imaginez le choc de notre héros qui rentre chez lui, qui voit littéralement qu'il a plus de maman non plus. Il va se jeter sur sa sœur pour la sauver. Il part avec sa sœur dans ses bras. Et là, il sort dans la rue et il voit ce que vous avez sur la planche tout à droite, à savoir vraiment des cadavres en pagaille, vraiment écharpés, des morceaux de chair et de sang de tous les côtés, et, des incendies, du feu, enfin vraiment, c'est la fin du monde. On est littéralement sur la fin du monde, sur ce tout début d'histoire, on est vraiment sur le début. J'ai quelques pages seulement, à peine, que je vous ai raconté. Et c'est déjà le moment où on se dit ok, alors sur quoi on va se positionner avec cette histoire? Est-ce que, j'avoue, c'est un peu un manga à la Marcy. Marcy, je pense qu'à mon avis, elle va quand même plutôt bien kiffer. C'est bien trash hein, quand même. Pour l'instant. Moi, je me suis dit, ok, mais est-ce que du coup, on va partir maintenant sur un manga plutôt de style survival, un peu genre comme quand on a des invasions de zombies, ils vont se cacher, c'est quoi le plan derrière pour prendre un petit peu finalement le ton de cette histoire? Qu'est-ce qu'on essaye finalement de nous raconter? Eh bien, il est encore trop tôt à ce moment-là pour vraiment comprendre ce que veut faire l'auteur en fait avec cette histoire, puisque du coup, en fait, à partir de ce moment-là, il va y avoir un chamboulement. Le chamboulement, c'est que notre héros va se retrouver littéralement abandonné par en fait la société japonaise. Ce qui va se passer, c'est que l'armée va venir parce que oh mon dieu, c'est terrible, il y a des monstres et tout, oh là là, il faut faire un truc. Évidemment qu'on appelle l'armée, hein, bien sûr. La base. Et du coup, base. l'armée Ouais, vient. quand même. L'armée vient. C'est le moment. Par contre, le problème, c'est que l'armée vient, mais l'armée, ah bah écoutez, on n'a plus personne sous la main, ils se sont tous fait dévorer. Ah, c'est embêtant. Bon bah les hélicos qui restent, s'il vous plaît, vous repartez à la maison. Hein. Du coup, il se fait littéralement abandonner. Je vous montre la page d'après. Elle est dure à regarder. Hein. Je vous préviens, attention, préparez-vous psychologiquement. Ah, voilà. Donc ça, c'est le carnage où en fait, on voit que l'armée se fait effectivement bien décimer. Hein. On a des civils, on a des gens de l'armée. C'est fou de se dire que ça c'est ok sur Twitch, mais alors, oh là là, il y a un téton, ça va pas le faire. C'est toujours une espèce de paradoxe un peu particulier, mais quel talent. Je reviendrai sur évidemment le trait, le dessin de Kenichi Tachibana, mais clairement on n'est pas très à l'aise quand on lit ça, mais c'est parce que c'est très puissant, c'est très réussi. Et donc là vous avez l'image à droite des hélicos qui se barrent avec notre héros, il a sa sœur dans ses bras et il est pris au piège. Il se retrouve du coup chez lui, hein, c'est son île, il a toujours vécu là, mais entouré de monstres, entouré de choses qu'on comprend même pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se dévore mutuellement, ça assimile les corps que ça dévore et ça devient de plus en plus gros. Ça se développe comme de la métastase dégueulasse là et on ne sait pas s'il y a une solution pour remédier à ce problème. Donc ce qui va se passer, et je suis très contente d'ailleurs qu'on m'ait filé les planches pour en parler parce que pour moi, l'histoire commence vraiment après, en fait, on est sur de l'intro, littéralement, okay. Encore à ce moment-là, puisqu'il va se retrouver dans un bunker. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu la guerre quand même, hein, Tsushima. Donc, coup de bol, il y avait un bunker. Et il va se réfugier dans un bunker avec quelques personnes, des anciens camarades de classe et d'autres personnes du coin. Mais ils vont se retrouver quand même coincés là-dedans pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont crever de faim. Déjà, littéralement. Gen, pardon, le héros, lui, il va perdre en masse musculaire. Il était pas mal, hein.
Il était pas mal au début de l'histoire. Il était ok, ouais. tu vois, il était très Bah ouais. ok en termes de musculature. Là, voilà, il va fondre naturellement parce que comment tu veux, enfin le gars il est mort de faim et en fait étonnamment après 1 an à passer dans un bunker à se dire voilà on sait pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est super dangereux et tout, on sait pas pourquoi. Je sais pas si un jour on saura. La porte du bunker qui était vachement bien surveillée, il y avait jamais eu de problème et tout. 1 an plus tard, oh my goodness, qu'est-ce qui s'est passé? La porte elle a explosé, on ne sait pas pourquoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des gens à l'intérieur du bunker qui se font également dévorer. Donc en vrai, vous avez compris, on n'est absolument plus du tout en sécurité dans le bunker non plus. Et donc là, c'est là que tout va s'accélérer puisque, alors ça c'est un des camarades de classe de Gen qui du coup n'est plus un camarade de classe puisqu'il est en train de se faire assimiler par cette monstruosité. Je pense qu'on peut quand même clairement utiliser cet adjectif pour cette chose. Et donc il comprend que il faut se casser, hein, il faut plus rester ici. Donc il va s'enfuir, il va se retrouver dans une situation extrêmement délicate où il va devoir faire un choix radical. C'est le choix de se faire ou assimiler ou tout simplement de se jeter du haut de la falaise puisqu'il se retrouve au bord de l'île et il se jette tout simplement dans le vide pour ensuite plonger dans l'eau. Et là, à ce moment précis de l'histoire, vous avez cette double page à droite que je trouve extrêmement impactante parce qu'elle montre clairement qu'à un moment donné, il y a des fights colossaux qui vont avoir lieu. Ah ouais, la taille derrière du monstre énorme. Les proportions sont incroyables. Le dessinateur, il est fou quand même. Hein. C'est Ouais, incroyable, j'adore. Non, il est fabuleux. Mais alors le truc qui est assez dingue, c'est, on est d'accord les gars, c'est un calamar géant derrière, c'est pas possible. Ouais, Moi, je me demandais. Moi j'étais en mode c'est 20 milieux sous les mers là, c'est assimilé avec un calamar. Je vois pas le. Ouais, une araignée peut-être avec les pattes à gauche. Mais peut-être le mélange des deux en vrai, parce qu'il y a beaucoup de comment ça s'appelle, au tout début en fait les souris par exemple, en fait elles étaient, alors déjà elles sont bouffées entre elles, hein, c'est évident, mais surtout elles avaient des pattes d'insectes. Et du coup, je me suis dit, oh, ça a bouffé des insectes. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de créatures qui ont... cocktail. Ouais, non, mais en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Comme dirait Lovecraft, je pense que c'est indescriptible. Alors c'est un petit peu indescriptible, hein, effectivement, en un sens. Mais du coup, il y a aussi un autre truc que moi j'avais détecté, en tout cas surtout sur cette double page-là. C'est une vibe. Parce que du coup, je peux pas vous dire oui, absolument, j'ai été vérifiée sur le film et tout, c'est totalement. Non, j'ai pas été checkée à ce point-là, mais je trouve qu'il y avait une espèce de vibe où ça me rappelait un peu, tu sais, des très très vieux films en noir et blanc. Alors, pas forcément Nuit des morts vivants, tu vois, mais ça me rappelait un petit peu plus, genre, ces ambiances avec les espèces de grands monstres géants. Je sais pas si vous avez déjà vu des films en noir et blanc, donc vraiment très 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 datés, avec des Godzilla et des effets spéciaux un petit peu dingues pour faire vraiment genre. Oui, c'est l'invasion, c'est la grosse mythe géante, etc. Moi, c'est des films que j'ai regardés. Et du coup, ce plan-là, spécifiquement, de cette manière-là, il m'a rappelé un peu ça. Avec le côté vraiment la créature qui est loin dans le fond et qui crée une angoisse, en fait, hein, littéralement. Parce que on sait que c'est presque dans ma tête, j'étais là. Mais c'est mort. Comment ils vont faire? C'est pas possible. C'est beaucoup trop chaud. La taille du truc, c'est clair. La taille du truc, c'est totalement clair. Alors, il y a plusieurs points que je trouve très intéressants, rien que sur la partie dont je vous ai parlé. Déjà, le fait que finalement, l'armée se retire et abandonne l'île Tsushima. Là, pour moi, on était... Alors, peut-être qu'il y a une petite critique de la société, peut-être que vous vous occupez pas assez de vos citoyens, je ne me rends pas bien compte. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, ça m'a rappelé quelques... chose que j'ai déjà vu dans d'autres œuvres et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors le fait de se faire littéralement abandonner comme ça, moi ça m'a rappelé un petit peu Cloverfield. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vu ce film. J'ai pas vu mais j'en ai entendu parler, ouais, effectivement, plutôt cool dans un monde un peu post-apo, non, où t'as justement... Alors c'est pas tout à fait post-apo, mais en fait il y a vraiment plein de points communs que j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'en fait c'est un truc qui va crescendo. En fait au tout début, alors je sais plus si c'est New York ou un truc dans le genre, je crois que c'est New York, et en fait en gros petit à petit on apprend, ouais il s'est passé un truc, dans le métro apparemment il y a des machins, on sait pas ce que c'est mais c'est dangereux, et puis après ça va te contaminer, et puis en fait après tout le monde meurt petit à petit, et après vraiment c'est la dinguerie, tout le monde court dans tous les sens, tout le monde veut s'enfuir, il y a l'armée qui débarque, enfin
j'étais en mode, putain, il y a des vibes qui me rappelaient ça. Et je trouve que ça marche bien au niveau de l'angoisse qui est constante ou qui augmente. Il y a des moments de répit aussi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites vibes très très similaires. Mais surtout, il y a un point qui est hyper intéressant aussi. C'est par rapport même au concept même de l'œuvre, par le titre, Gigantis. Si en fait le manga s'appelle Gigantis, c'est pas pour rien. C'est pas parce que y a une créature géante derrière qui ressemble à un calamar. C'est en fait par rapport au concept qu'il va y avoir juste derrière. Pour vous raconter rapidement le truc sans vous donner les détails, il faut savoir que derrière Tsushima, en dehors, en fait, la vie est pas dégueulasse sur la planète Terre. Il faut savoir que effectivement, ces choses bizarres et étranges sont arrivées d'une manière assez inexplicable à différents endroits, mais pas partout. Hein, la Terre n'est pas en feu. Donc, il y a encore des humains qui vivent très normalement, comme par exemple l'armée. L'armée, ils sont OK. Donc, en fait, ce qui est très cool, c'est qu'on va aller du côté de l'armée, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent au point pour essayer de lutter contre du coup, cette espèce d'envahisseur qui débarque comme ça. Et c'est là qu'en fait, ils vont mettre au point le projet Gigantis. Gigantis, hein, tout est dans le nom. Ils vont essayer de faire gigantesque, de rendre gigantesque certains cobayes pour pouvoir lutter contre ces créatures. Il y aura des ratés, hein, il y aura clairement des ratés, mais du coup, il devrait y avoir normalement des sujets concluants. Et vous le voyez à la couverture quand même du tome 1 que peut-être, parce que quand même c'est la couverture du tome 1, peut-être qu'il y a un perso sur qui ça va a priori marcher. Et on a hâte vraiment d'en arriver là, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez dans le tome 1. Moi j'aurais bien voulu un tome double en fait. Hein. Moi je suis arrivée à la fin du tome 1, j'ai fait... on aime les tomes doubles, mais oui, trop bien. On veut le tome 2, on veut le tome 2 tout de suite s'il vous plaît. Mais en fait c'est vraiment pas anodin. C'est pas anodin en fait le fait qu'ils deviennent très géants, parce qu'en fait je me suis renseignée un petit peu sur le scénariste, hein, sur le romancier, celui qui est à l'origine de l'œuvre, à savoir donc Yoichi Komori. Il faut savoir qu'à la base, ce monsieur est un très grand fan de tokusatsu. Le tokusatsu, pour vous la refaire rapidement, on va dire que c'est des œuvres de science-fiction japonaises qui sont vraiment empreintes de leurs pattes. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui est kaiju, par exemple, les Godzilla, etc. Tout ça, c'est les kaiju, c'est japonais. De là, on a le sous-genre, évidemment, aussi du Sentai. Et vous savez, il y a une particularité dans certains tokusatsu, peut-être dans tous, mais en tout cas dans certains, c'est sûr, c'est que quand il y a un combat avec l'ennemi final, il y a en général ce moment où il devient gigantesque et où du coup notre héros doit lui aussi devenir gigantesque pour pouvoir l'affronter. C'est le cas en l'occurrence dans Ultraman, mais c'est également le cas dans la plupart justement des Sentai, donc les Bioman ou les Power Rangers, qui sont la version américaine évidemment de ces héros aux 5 couleurs qui sont à la base vraiment des japonais. Et du coup, je me suis dit, mais son amour pour le tokusatsu ne serait-il pas allé un peu loin? Il a réussi à créer une œuvre où à la fois t'as des trucs quand même vraiment visuellement extrêmement difficiles à gérer, je trouve, et cette petite particularité du oui, non mais pour lui asséner le coup final, il faut qu'il fasse au moins 4 tours Eiffel. D'accord, ok, si tu veux. Donc je me dis, ça doit venir de là, mais pour le coup, il est vraiment hyper fan de toutes vraiment les créatures, les monstres qui viennent des tokusatsu. Il a littéralement un compte Twitter qui est dédié à ça, avec que des garage kits qui montent et tout. Il a même une page web où il les expose aussi. Enfin, j'étais là, waouh, incroyable. Et genre, il a plus de followers que moi sur Instagram, sur sa page de trucs. J'étais en mode, putain, le mec, c'est un vrai. Et c'est vrai que de fou, il gère vraiment bien. Donc je me suis dit, c'est rigolo et c'est mignon de se dire que là, il y a une vraie connexion entre sa propre passion et le fait de pouvoir amener cet aspect-là. Parce qu'en plus, ça va parler au Japon. Évidemment, ils vont tout de suite détecter ces petits détails. Nous, pas forcément, parce que c'est pas ancré dans notre culture. Et un autre aspect qui, je pense, par contre, là, vous parlera tous, c'est effectivement le fait qu'il y ait ces espèces de, on va dire, de mutations qui sont pas vraiment tout à fait des mutations génétiques, parce que les gens ne sont plus des gens, hein, ça devient une espèce de chimère très étrange. L'idée, hein, si on garde
l'aspect évidemment tokusatsu, etc. L'idée c'est de se dire que du coup on est peut-être en train d'avoir affaire à des aliens, puisqu'en général dans le tokusatsu c'est ça, hein, c'est les créatures qui viennent des autres planètes, etc. Et du coup, si on pense un petit peu comme ça, est-ce que ça vous ferait pas penser un petit peu à Parasite, par exemple? Moi ça a été un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, sauf que dans Parasite ou même dans Jagan, qui est extrêmement bien aussi, en fait on voit ce qui se passe, on voit comment ça arrive. Là, on ne sait pas du tout. C'est vraiment le mystère le plus total. On a juste des souris qui sont déjà contaminées, qui sont déjà problématiques et qui vont après, du coup, voilà, arriver sur Tsushima et créer le chaos sur cette île. Donc là, concrètement, je pense que c'est un ensemble, tu vois, c'est un petit peu un mélange de différentes inspirations. Mais moi, je me suis dit, pour tous les gens qui sont un peu fans de SF, de cette manière-là, avec, on va dire, de la transformation, avec de la mutation, et pourquoi pas avec des créatures qui deviennent gigantesques quand il y en a besoin, je pense qu'on peut carrément faire plaisir à tous les gens qui sont un petit peu fans de ce genre de contexte-là. Après, je ne sais pas si ça vous parle, du coup, toutes les références que j'ai pu évoquer jusque-là. Certaines, pas toutes. Quelques-unes, mais pas toutes. Moi, je trouve que l'idée de la fusion génétique des trucs, c'est vraiment intelligent parce qu'à partir de là, il peut faire absolument tout ce qu'il veut avec, avec tout le matériel génétique qu'il a. Il peut faire agrandir n'importe quel type de monstre. Et je vous rappelle que ces créatures, ces monstres, en fait, ils arrivent à assimiler aussi bien des créatures animales que des créatures végétales. Donc on a justement des... Ah bah non, mais t'as des arbres littéralement avec des têtes aussi. Je vous l'ai pas mis, cette image, évidemment. Je pourrais vous la montrer, je pourrais vous la retrouver. Mais en fait, elle est très gênante aussi. Tu t'étais pas à l'aise. Tu dis, ah. Mais justement, on peut faire une très bonne connexion avec du coup le dessin. Le dessin de Kenichi Tachibana, parce que du coup il est phénoménal. On le savait déjà, ce n'est pas une nouveauté, on était au courant, on connaît Terraform Mars, il a réussi à rendre sexy des cafards, ah non mais on est quand même sur un exploit. Ici ce sera quand même très compliqué de rendre ces choses sexy, non, évidemment non. Par contre les héros, les personnages en tout cas qui ont la particularité de rendre massive une partie de leur corps ou tout leur corps intégralement. Je réalise qu'il y en a, ils n'ont qu'une partie du corps qui se développe. Je suis en train de... Je me dis, on peut même faire des dojinshi, ça peut être drôle. Mais du coup, là pour le coup, c'est vraiment cette capacité, ce talent à avoir un bestiaire infini. On n'a pas, comme disait Fumble, en fait il n'y a plus de limites, tout est possible à créer et tes pires angoisses jamais imaginées dans ta vie, tu peux les retrouver dans ce manga. C'est impressionnant, ne serait-ce que vous avez vu la page tout à l'heure, l'espèce de mélange de cheval ou de je sais pas quoi qui dévore la tête de la maman. J'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Donc en fait, moi, je trouve que... Alors, faut que je vous montre quand même cette page-là, parce que je la trouve extrêmement bien caractéristique du style de ces espèces de créatures. C'est vraiment ce que j'appelle le style grotesque. J'ai envie... Voilà, ça, c'est le style grotesque par excellence. Et je pense que le mieux, c'est de vous le montrer avec des têtes de cochon. Ah ouais, de fou. Mais tout est bon dans le cochon. Tout est bon là, dans le cochon. Tu fais un bon méchoui, là. Tu peux te faire de l'andouillette, là, c'est clair. Voilà. Oui, alors de l'andouillette, elle continue à muter dans ton bide, je pense, je suis pas tout à fait sûre. Et donc ça, c'est vraiment pour moi une des forces de cette œuvre, ça va être vraiment on va dire quelque part, le réalisme, l'authenticité de toutes les créatures. À aucun moment, tu ne vas te dire « Ah là, c'est raté », tu ne peux pas le ressentir tellement c'est parfait dans cette imperfection, dans cette asymétrie, puisque je vous rappelle qu'au tout départ, on vous parlait de la symétrie en fait de toutes les créatures qui vivent sur cette planète et que du coup, voilà, on n'est plus du tout dans ce concept-là. On est tellement plus dedans qu'on est à l'extrême. On étire dans tous les sens, on métastase les corps dans tous les sens et je trouve qu'il est extrêmement talentueux dans cet exercice-là, mais aussi il est capable de nous faire passer par plein d'émotions. Bien évidemment, le storyboard est un des points centraux, mais le trait, le dessin, la qualité de cet artiste joue énormément aussi. Moi, je trouve que par exemple, sur les scènes de poursuite,
Attends, est-ce que je peux montrer ça? Oui, je peux montrer ça. Normalement, vous ne serez pas non plus trop dans des cauchemars après. On est sur des pages extrêmement dynamiques. En fait, on est sur clairement un produit qui est très réussi de A à Z. Pour moi, il n'y a pas de problème de rythme, il n'y a pas de problème Oh purée, non mais regardez, franchement, celle-là, là, je sais pas si est-ce que je le montre bien? Attendez, je retourne sur OBS pour voir si je montre ça à peu près correctement. Voilà, le héros, là, non mais non. Il est insane, Enfin, il a tout de suite une présence, il a un charisme. Ouais. Le dessin est fou. Non, le dessin est vraiment impressionnant et ça te plonge vraiment encore plus dans l'histoire. À tout instant, t'es avec lui, t'es là, t'es à fond dedans. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à décrocher jusqu'à arriver à la fin du tome 1 où j'ai fait l'histoire n'a pas encore vraiment démarré, j'en suis convaincue. On sent qu'on est vraiment encore beaucoup dans la préparation et que le tome 2, c'est vraiment le tome où ça va vraiment commencer à être sérieux, quoi. C'est en tout cas vraiment mon ressenti. Donc moi je suis très contente de ce premier tome de Gigantis. Je suis super contente qu'il sorte en France. Moi je me rappelle justement d'avoir lu pas mal sur les réseaux sociaux l'engouement des gens qui attendaient des nouvelles de Terraformers parce que du coup comme c'est en hiatus, on a envie d'avoir la suite mais on ne peut pas. Et du coup avec l'arrivée de Gigantis, peut-être que les gens vont quand même pouvoir se repaître un petit peu du style de ce dessinateur, même si évidemment ils attendent aussi la suite des petits cafards là sur la planète Mars, parce que voilà, on n'aime pas évidemment être dans cette attente comme ça, mais moi en tout cas je suis extrêmement confiante parce que je me laisse aussi un peu influencer par les commentaires que j'ai lus sur les sites de vente japonais où les gens sont hyper contents du manga. Et au Japon il faut savoir qu'il y a déjà 3 tomes de sortie. D'ailleurs, j'ai déjà, je crois que j'ai les couvertures japonaises, voilà. Comme ça, vous voyez le talent de Kenichi Tachibana. Ah non, mais il est quand même incredible. Il est quand même très très fort. Mais bon, c'est pas une nouveauté. On savait qu'il était très bon. Mais du coup, moi, j'ai été lire en japonais, je vous dis la vérité. Puisque du coup, en fait, si vous allez sur le compte Twitter de l'artiste, en fait, il vous poste évidemment, voilà, le petit lien vers le nouveau chapitre. Mais j'ai cliqué, évidemment j'ai cliqué. Bon, j'ai pas tout lu parce que je voulais pas non plus me spoil complètement, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop. Il y a des putains de combats. J'ai hâte de pouvoir mieux les comprendre du coup avec le contexte, en lisant ça correctement et tout dans l'édition française qui arrivera très bientôt. Mais là, on voit juste aux couvertures que quand certaines personnes arrivent à faire Gigantis avec leur corps là. C'est trop la classe. Il y a un côté Jojo, non, je trouve, au niveau de la pose du 2e et du 3e tome. Je sais pas, il y a une vibe Jojo pour moi. Mais ça manque de stand. Ça manque de stand peut-être. Ça manque de stand. Il n'y a pas de stand, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a clairement... Les personnages sont hyper charismatiques. Vraiment, ils sont tous très charismatiques. J'en ai pas un seul qui m'a déçu. D'ailleurs, en fait, je n'ai pas lu le roman, donc je peux pas le vérifier, mais j'ai eu l'impression que dans le roman, au vu de ce que j'ai lu comme commentaire par rapport aux gens qui l'ont lu, j'ai l'impression que le héros, c'est pas tout à fait le même. Mais peut-être que c'est dû au fait que justement, ça raconte pas exactement les choses de la même manière. Mais en fait, a priori, on s'intéresse quand même beaucoup à un autre personnage qu'on n'a pas du tout vu d'ailleurs dans ce chapitre-là, enfin le premier chapitre. Mais il y a un gars de l'armée, en gros, qui était présent également à Tsushima, c'est un survivant. Et en fait, c'est apparemment beaucoup lui aussi qui est suivi, on va dire, par la narration. Donc là, peut-être que il va être aussi très présent dans la suite du manga. J'ai hâte de le découvrir et d'en savoir un petit peu plus aussi. Mais clairement, j'avoue que la couverture à droite, le tome 3, il y a un petit quelque chose, on dirait un peu... J'hésite, mais ça me fait penser à du Jojo aussi, hein, tu vois. Ça me fait un peu penser à littéralement un stand. On dirait un stand de Jojo, un peu. Ouais. Et au niveau de la pose et tout, l'angle aussi. L'angle fait beaucoup. L'angle joue beaucoup, ouais. Après, t'as la masse. T'as la masse, tu vois, physique, hein, qui en impose aussi. Mais là, moi, devant un miroir. Tous les jours, tous les matins. Tous les jours, il évolue sévèrement quand même, du 1er au 3. En fait, non, je vais pas te dire pourquoi.
Mais enfin, il y a quelques éléments de réponse dans le tome 1, mais vraiment, c'est que pour nous faire saliver. Hein, c'est comme si on nous disait, t'imagines si on pouvait faire ça? Non, mais imagine quand même. Ok, mais s'il vous plaît, tout de suite, non, pas, non, c'est trop tôt. D'accord, c'est trop tôt. Donc a priori, ce sera plutôt pour le tome 2, j'imagine. Mais vraiment très très bien, très contente. Vraiment, moi j'aime bien les titres de SF. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises quand j'ai eu l'occasion de parler de manga de SF dans le cri du mochi. Parce qu'en général, je me dirige pas trop vers la SF, mais à chaque fois que j'ai un bouquin de SF dans les mains, je suis là en mode mais c'est vachement bien. C'est vrai que j'ai lu plus de SF, un peu plus post-apo éventuellement. Là on est plus dans quelque chose un peu survival, hein. Il y a du combat, il y a de la survie, mais c'est quand même assez différent. J'arriverai pas à vous dire que ça ressemble exactement à un truc que j'ai déjà lu. Il y a des influences. Et puis bon, bah, comme à l'origine, c'est quand même un roman, on va dire que tout doit venir a priori quand même de la tête de notre cher romancier fan de tokusatsu, notre cher Yuichi Komori, que je remercie de nous avoir pondu cette œuvre et tous les autres qui ont collaboré dessus, évidemment, pour pouvoir nous proposer. Je pense pas qu'il ait décrit dans les détails tous les monstres qui apparaissent dans bah, écoute, je me pose dans le vraiment premier la tome, question. donc je pense que me pose il y a la quand même question. la liberté créatrice pour le dessinateur. Ben, quoi, qui a dû, j'aimerais bien pouvoir interviewer le gars et lui dire Tachibana Sensei, on est d'accord, c'est vous qui avez tout créé, hein. C'est votre délire de créer des créatures, vous kiffez les cafards, je sais. et sûrement il en décrit, mais pas Mais autant. je me demande, hein, parce qu'en vrai, la couverture du roman, en plus, tu vois rien, tu détectes rien, c'est une couverture de roman très, très classique. Tu peux pas savoir à la couverture ce qu'il y a à l'intérieur. Clairement, Bon, bah, faut lire le roman, pas envisageable. Bah, il faudrait que Mao, que quelqu'un sorte le roman, c'est. Non, mais écoute, on verra bien. En tout cas, le manga, lui, va plus loin que le roman, et ça, c'est déjà pas mal. Donc, vivement la suite. Je sais pas quel sera le rythme de parution, hein, je ne l'ai pas demandé, donc on me l'a pas communiqué. Mais j'espère quand même qu'on n'attendra pas trop longtemps. Moi, j'ai bien envie d'avoir le tome 2 très très bientôt. Et sinon, évidemment, si vous voulez vous procurer le tome 1, bah, il est disponible depuis hier déjà. Voilà, puisqu'il est sorti mercredi. Et vous avez normalement aussi un petit lien sur le chat qui vous permet éventuellement voilà, d'aller vous le procurer bah, tout de suite. Voilà, je vais d'ailleurs vous le taper la petite commande. Sauf si je me fais doubler par un de mes modérateurs. Mais non, j'ai été la plus rapide. Voilà, un petit lien si vous voulez voilà, aller vous procurer ce premier volume de Gigantis. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez senti. Ah, on l'a senti, ouais. Ouais, on l'a.